Bonjour, je m'appelle Alice Durand-Réville, j'ai plus de 50 ans, j'habite en ville et je vais vous parler de transition écologique. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. Je n'ai rien de l'image parfaite de la militante écologiste qui est connectée à la nature depuis sa plus tendre enfance. Je n'ai aucun lien particulier avec la nature. Mais j'ai passé une très grande partie de ma vie à travailler dans les négociations internationales sur le climat et la biodiversité. J'ai participé au COP 21, 22, 23, 24, on est à la 28. J'ai participé au COP de la biodiversité, elles sont moins connues, on vient de finir la 16 à Cali le mois dernier. J'ai travaillé sur les textes européens, les fameux pactes verts, tout le monde a entendu un jour ou l'autre. Et peu à peu, la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, l'impératif de protéger la biodiversité, l'impératif de réussir et d'accélérer la transition écologique est venu s'ancrer en moi comme une évidence, comme un impératif, comme un appel. Ça a changé ma vie. Un peu comme vous, j'imagine. C'est comme un filtre qui s'est posé dans ma vie, dans la façon dont je réfléchis, la façon dont je fais mes choix. Et un peu comme vous, je ne fais pas toujours les bons choix. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que rien ne me prédisposait à venir vous parler ici, aujourd'hui. Rien. Sauf une chose. Sauf une chose que j'ai comprise, une certitude que j'ai acquise. Et cette certitude change absolument tout. Cette certitude, c'est que dans la transition que nous devons mener, il y a une carte, un atout maître qu'on n'a pas encore joué. Il y a une carte qui est encore dans notre main. Cette carte, c'est le leadership écologique des femmes. Je suis persuadée que si on arrive à lever les obstacles qui empêchent les femmes d'entreprendre, si on soutient leur élan, alors tout peut changer. Pour un monde plus solidaire, plus inclusif, plus durable. Alors entendons-nous tout de suite, messieurs. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas de rôle à jouer. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les femmes puissent jouer pleinement le leur, qu'elles puissent donner leur plein potentiel à la transition. Les femmes, le leadership écologique des femmes, sont l'atout maître que nous n'avons pas encore joué pour réussir la transition. Alors, le leadership écologique des femmes, c'est quoi en fait ? Le leadership écologique des femmes, d'abord, ça repose sur un constat. Les femmes sont plus engagées sur la question climatique et environnementale. Dans tous les sondages du monde, les femmes placent systématiquement le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité dans le top 5 de leurs priorités. Aux États-Unis, par exemple, selon une étude du Pew Research Center, 83% des Américaines placent le réchauffement climatique comme étant un problème grave, contre 66% des hommes. Ça fait 17 points d'écart, ça fait 17 points d'engagement supplémentaire. Au Canada, 16 points. En Angleterre, 7 points. Et en France, ce sont 52% des femmes contre 42% des hommes. 10 points d'engagement. Alors, plus engagées, elles sont aussi plus mobilisées. Les universités dans le monde ont étudié, vous vous souvenez, ces fameuses marches pour le climat, ces vendredis où tout le monde se réunissait. Eh bien, en France, c'est l'université de Grenoble qui a étudié la composition des marches pour le climat. Figurez-vous qu'en France, 68% des manifestants étaient en fait des manifestantes.
donc plus sensibles, plus mobilisées. Elles sont également plus engagées et elles passent plus souvent à l'acte. En effet, selon une étude Terra Nova de 2021, c'était pas très loin, plus de 80% des femmes annoncent avoir changé quelque chose dans leur comportement pour tenir compte du réchauffement climatique. 80% des femmes ont pris une mesure individuelle pour tenir compte du réchauffement climatique. Donc elles sont plus sensibles, elles sont plus mobilisées et elles passent plus souvent à l'acte. Mais le leadership écologique des femmes, ça n'est pas juste une plus grande sensibilité ou un passage à l'acte plus fréquent. Non, non. C'est aussi une méthodologie. C'est aussi une façon de faire qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a une entreprise féminine. D'abord, les femmes pensent collectif. Dans l'agriculture, par exemple, savez-vous que plus de 40% des nouvelles fermes qui se montent en France actuellement sont montées par des femmes? Et alors, c'est intéressant parce que du coup, on peut voir leur mode opératoire. D'abord, ces femmes s'installent beaucoup plus fréquemment en collectif, en coopératif. Ensuite, elles s'installent beaucoup plus souvent en agriculture biologique. Il y a 8 points de différence entre les hommes et les femmes en installation en agriculture biologique. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement qu'elles s'installent plus souvent en agriculture biologique, c'est aussi que quand une femme monte une ferme, elle crée autour d'elle tout un écosystème qui la porte et à qui elle bénéficie. En effet, une femme qui s'installe, d'abord, elle va ouvrir un comptoir de vente directe à la ferme. Ensuite, elle va ouvrir souvent des chambres d'hôtes. Ensuite, elle va organiser des visites à la ferme. Bref, elle va à la fois diversifier son circuit de distribution, mais aussi bénéficier à tout son écosystème. Elle va créer du collectif autour d'elle. Plus collectif, elles sont aussi plus pragmatiques. À votre avis, qui est-ce qui a créé Vinted? Vous savez, l'application qui a changé le marché de la seconde main. À votre avis, qui est-ce qui a inventé Eloasso? Ou alors Too Good To Go? Vous savez, cette plateforme qui distribue des produits qui sont un peu en fin de vie et qui les sort de la poubelle. Évidemment, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont parties de leur quotidien, d'un problème très concret, pour inventer une solution qui maintenant est mondialement connue, qui maintenant aide des centaines et des milliers de personnes à avoir un geste écologique beaucoup plus facile. Et c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est là que l'apport du leadership écologique des femmes est vraiment intéressant, parce qu'elles vont inventer, elles vont proposer aussi des solutions qui permettront de simplifier la transition écologique, simplifier le geste écologique, qui permettra de massifier le geste écologique. Donc, elles sont plus collectives, elles sont plus pragmatiques, mais également, elles alignent plus souvent leurs décisions fondamentales avec leurs valeurs. Si on en croit une étude de la Banque européenne d'investissement, les entreprises qui sont dirigées par des femmes obtiennent des scores ESG, donc environnement, social, gouvernance, bien plus élevés que les entreprises dirigées par des équipes masculines. Alors, les scores ESG, c'est bien. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ces entreprises-là obtiennent aussi des performances à long terme bien meilleures. Elles résistent mieux aux chocs, elles gardent plus longtemps leurs salariés, qui sont mieux formés. Donc, en fait, les entreprises qui sont dirigées par des femmes obtiennent des meilleurs engagements environnementaux, mais aussi des performances durables. Voilà, en fait, le leadership écologique des femmes, c'est en même temps un investissement, un engagement plus important. C'est aussi une constance dans la décision, c'est une capacité d'innovation, c'est une capacité d'engagement. Le leadership écologique des femmes, voilà, c'est simple.
si on voulait réussir vraiment la transition, eh bien finalement, il suffirait de réussir la parité. En fait, si on arrive à la parité, on arrive à avoir en même temps le meilleur des hommes et le meilleur des femmes. Donc, voilà, on devrait y arriver. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on en est de cette histoire de parité ? À votre avis, avec la France qui a des lois, l'Europe qui a des programmes, le monde qui commence à prendre conscience de l'importance du leadership écologique des femmes, à votre avis, on en est où ? Alors, par exemple, dans les négociations climatiques, aujourd'hui, à votre avis, combien y a-t-il de pourcentage de femmes dans les postes de décision ? Elles sont 49,8% de la population mondiale. À votre avis, combien elles sont dans les postes de décision ? Alors là, il y a une photo, voilà, qui parle d'elle-même. Vous voyez ça, c'est la photo qui a été prise à Bakou au début de la semaine. C'est la photo officielle d'ouverture de la COP 29. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? 68 hommes pour 6 femmes. Dans les postes décisionnaires, dans les chefs d'État, on est à moins de 10%. Et dans les équipes décisionnaires des négociations climatiques, on est à 15%. Alors, on va se le dire, peut-être que l'économie fait mieux, hein, peut-être que les négociations climatiques, après tout, peut-être que dans l'économie, on fait mieux. Alors, à votre avis, combien y a-t-il de pourcentage du capital total investi en Europe investi dans des entreprises menées par des femmes ? À votre avis, on est quand même, il y a des programmes, il y a des capitaux à impact. À votre avis ? Alors là, j'ai une autre slide. On est à 2%. 2% du total des capitaux investis en Europe sont investis sur des équipes féminines, contre 93% à des équipes entièrement masculines. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la marge. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste beaucoup de cartes à jouer pour réussir la transition écologique. Alors, comment on en est arrivé là ? Comment on se retrouve avec des chiffres pareils ? Alors, les obstacles à l'engagement des femmes, à leur entreprise, à l'accession au poste de décision, honnêtement, c'est très documenté. Mais de mon expérience, il y a un fait, quelque chose qui est supplémentaire quand on parle de climat. Un biais cognitif qui se pose sur ces questions-là et qui fait qu'il est encore plus difficile aux femmes d'émerger sur les questions climatiques. En effet, quand on travaille dans les questions climatiques, quand on étudie les rapports, il y a une chose qui nous saute aux yeux. C'est le fait qu'on parle avant tout des femmes comme étant les victimes des conséquences du réchauffement climatique. Et on a raison, et c'est vrai. 80% des réfugiés climatiques dans le monde sont des femmes et des filles. 70% des populations les plus pauvres du monde sont des femmes et des filles. Et les violences qui leur sont faites sont directement corrélées aux pics de chaleur et aux pics de sécheresse. Les femmes sont effectivement, et de loin, les premières victimes du réchauffement climatique dans le monde. Clair. Mais souvent, le discours s'arrête là. Or, que je sache, on ne donne pas le permis de conduire à quelqu'un parce qu'il s'est fait renverser par une voiture. On ne donne pas un poste à responsabilité à quelqu'un parce qu'il est une victime. On donne un poste à responsabilité, on investit dans une entreprise parce qu'on sait qu'on va vous proposer des solutions, parce que cette personne a les savoir-faire, les savoir-être, la capacité d'innovation qu'il faut pour trouver la solution. Et c'est là que parler du leadership écologique des femmes est tellement important. Parce que cette partie-là du tableau, elle est beaucoup moins étudiée. Il faut absolument réussir à équilibrer cette image, équilibrer les perceptions entre la victime
réelle d'un côté et l'entrepreneuse réelle de l'autre. Parce que des femmes qui mobilisent des communautés entières, qui mobilisent des villages, qui réussissent à restaurer des mangroves, à changer des paysages, à faire des cultures extraordinaires, il y en a, je les ai vues, partout dans le monde, en Afrique, au Brésil, en France. C'est très important de ne pas laisser ce biais cognitif nous empêcher de voir tout le potentiel du leadership écologique des femmes. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va nourrir deux croyances limitantes qui ont aussi un grand rôle à jouer. La première, les préjugés. Allez, on les connaît. Une fille, c'est fragile. Une femme, ça n'a pas le sens du business. Oh, non, mais une femme, ça n'a pas le sens de la performance. Puis, une femme, c'est idéaliste. Puis alors, si en plus, elle arrive avec un projet écologique, ah non, on ne va pas investir là-dedans. Hein. Non. On est des gens responsables. Ça, c'est la première croyance limitante. Il y en a une deuxième, et là, je m'adresse plutôt à vous, mesdames. Vous la connaissez, la petite voix, là, qui vous susurre dès que vous avez une idée, un projet. T'es pas légitime. T'as pas une connexion avec la nature extraordinaire. Hein. T'as pas fait les bonnes études. Ah, c'est compliqué, hein, le réchauffement climatique. Tu connais pas tous les rapports du GIEC par cœur. Hein. Puis c'est compliqué. Hein. Ah, tu vas pas y arriver. Non. Écoute, ça va, c'est une bonne idée, mais reste chez toi. Ces deux croyances limitantes-là, avec en plus une construction collective au-dessus, sont des vraies barrières à l'engagement, à la révélation du leadership écologique des femmes. C'est ce qui nous empêche d'aller chercher cette carte, cet atout majeur dont on a besoin pour la transition. Alors je suis allée voir des femmes qui avaient réussi à se lancer, qui avaient fait des projets, des petits, des grands, des très grands. Je leur ai dit, la petite voix, vous connaissez ouais. Les préjugés, ah ouais. Et alors, vous avez fait comment? Elles m'ont donné 2 conseils. Elles m'ont dit d'abord, la première chose, c'est de savoir s'entourer. Un bon réseau. Toutes les histoires commencent par un bon entourage. Un père, un frère, un ami, un mari, une fille, une copine, un copain et un bon réseau. Parce qu'un réseau, ça permet d'aller vérifier ses intuitions, ça permet d'aller mûrir son projet, ça permet d'aller chercher les moyens, les ressources, un peu d'argent peut-être. Un bon réseau, c'est le début de la réussite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Bordeaux, des réseaux femmes et climat, il commence à y en avoir pas mal. La deuxième chose qu'elles m'ont dite, c'est lance-toi. En fait, tu ne seras jamais prête, ça ne sera jamais bien, tu vas travailler comme une folle, mais surtout, fais le premier pas. Et quand tu auras fait ce premier pas, en fait, tu t'apercevras que tout ira bien et tu iras plus loin. Alors maintenant, pour finir, je vais vous proposer un petit exercice, juste un. Fermez les yeux. Prenez 1 seconde pour réfléchir à la problématique qui vous importe le plus. Vous l'avez? D'accord. Alors maintenant, faites-vous une promesse. C'est que ce week-end, vous prendrez 10 minutes pour aller regarder à Bordeaux ce qu'il y a comme association, comme initiative, comme institution. Et vous vous inscrirez à leur prochaine journée d'information, d'action, ce que vous voulez. Voilà, vous aurez fait le premier pas pour libérer votre leadership écologique. Vous aurez fait le premier pas pour vous trouver le bon réseau. Vous aurez fait le premier pas, vous serez en route, vous serez en chemin. Bravo et merci.